Bonjour et bienvenue sur le plateau de la Space TV par WebAgri. On va parler aujourd'hui du climat, notamment de cette année très particulière 2022, associée à la production herbagère et fourragère. Alors pour soi, je reçois Serge Zaka, qui est agro-climatologue, notamment pour la société ITK, ainsi que Jean-Marc Serret, des chambres d'agriculture de Bretagne, chargé de mission sur les questions de fourrage. Alors déjà, messieurs, donc là, la France a fait face à une sécheresse sans précédent, associée à plusieurs épisodes caniculaires, et aussi un printemps un printemps qui était plutôt froid et tardif. On est vraiment sur un gros déficit de fourrage en France et même à travers l'Europe. Est-ce que, Serge Jacquard, on a vécu l'une des pires années qu'on ait déjà enregistrées au niveau de la production fourragère? Alors, au niveau climatique, déjà, la réponse va être très claire. Au niveau de l'intensité nationale, la sécheresse de 2022 est plus intense que celle de 1976 et 2003. L'indice hydrique des sols est descendu à 0,15, donc il ne restait plus que 15% de l'eau dans le sol en France. C'est une moyenne. Il y avait des endroits où il n'y avait plus que 3%, d'autres où il n'y avait plus que 25%, alors qu'en 2003, on est descendu à 17% et en 1976 à 20%. Donc au final, en intensité, 2022 est plus importante que 2003 et 1976. Ensuite, au niveau de la surface, elle a concerné toute la France. 2003, le sud-est n'était pas concerné. Et 1976, le sud-est n'était pas concerné. 2003, c'était le nord-ouest. Là, c'est toute la France. Et donc, au niveau des fourrages, vu que c'est extrêmement dépendant de l'eau du sol, on était à moins 21% vers le 21 juillet. De fourrage depuis le 1er janvier, donc on avait un déficit de moins 21%, et on a atteint les moins 31% le 6 août, donc moins d'un tiers de fourrage. Là, il y a une reprise avec l'eau qui arrive, mais on ne rattrapera pas le retard qu'on a accumulé tout l'été. Même là, aujourd'hui, mi-septembre, on est peut-être encore un peu plus, quoi. Alors, on a stabilisé le déficit, on ne le creuse pas, mais on n'a pas encore rattrapé le déficit, donc le déficit de stock également. Donc, il faudra faire attention au stock pour l'hiver. Quelles sont les régions les plus touchées cette année? Alors, c'est incontestablement le PACA. Je ne sais pas si tu veux rajouter des choses, mais c'est incontestablement le PACA. On est en dessous des moins 80% de déficit, voire même 100% dans certaines régions. La moins concernée, c'est plutôt vers le Limousin, le centre, parce qu'il y a eu des orages au cours du mois de juin. Et si en Bretagne, il y a des chiffres. Alors nous, en Bretagne, on mesure donc la croissance de l'herbe, la pousse de l'herbe. Donc le rendement estimé entre le 1er février et le 31 août, on est à moins 43% de production d'herbe sur la Bretagne dans notre réseau donc, de l'Observatoire des fourrages, où on fait des mesures chaque semaine. C'est un réseau qui est sur différentes fermes bretonnes. Sur l'ensemble de la Bretagne, les 3 zones climatiques, zone séchante, zone humide, zone intermédiaire bretonne, entre guillemets. Et donc on est à moins 43% de rendement. Moins 43, c'est énorme. C'est presque la moitié de fourrage en moins sur cette année. 31 août. Donc on espère pour l'automne, mais pour l'instant, ce n'est pas suffisant. Les prairies ont reverdi, mais pour l'instant, il n'y a pas eu suffisamment d'eau pour relancer une production d'herbe cet automne. Ouais. Sur les cultures de printemps, est-ce que le déficit sera aussi marqué de production? Je pense notamment au maïs. Entendu. Alors sur les cultures d'été, du coup, donc le maïs. Ouais. Là, on est au niveau national, on n'a pas encore complètement les chiffres parce que la saison n'est pas terminée, mais on est sur un déficit moyen autour des moins 20%, avec des régions comme le sud-ouest de la France où de nombreuses exploitations qui ne sont pas irriguées ont en dessous des moins 50% de pertes. C'est très conséquent pour le maïs. Et ce maïs-là, malheureusement, c'était également du fourrage qu'on pouvait donner aux animaux. Donc on a à la fois un déficit sur le fourrage prairial, mais également, du coup, sur le maïs. Donc, on a une double peine pour les agriculteurs. Et oui. Donc, sur le maïs en Bretagne, là aussi, on n'a pas encore tous les retours, puisque tous les maïs ne sont pas ensilés. Les retours qu'on a aussi, c'est entre moins 20, moins 30% de rendement. On voit que c'est très hétérogène suivant les parcelles, notamment. La profondeur des sols joue énormément sur le rendement. Donc, moins 20, moins 30%. Après, il y a le rendement, mais il y a aussi la qualité qui nous inquiète aussi. Là encore, on n'a pas encore les résultats, les retours des analyses. Mais c'est clair que des maïs qui sont pauvres en grains, forcément, derrière, ce sera des maïs pauvres en énergie. Pauvres en grains et puis avec des feuilles qui ne donnent pas très envie et pas très appétantes, sans doute. Donc, derrière, ça veut dire, dans les faits,
des maïs qu'il faudra complémenter en énergie parce que déficitaires. Ouais. Et qu'en est-il des cultures dites peut-être un peu plus résistantes à la sécheresse? Je pense à la luzerne, au sorgho. Est-ce qu'elles sont vraiment tiré leur épingle du jeu cette année? Voilà. Si tu veux répondre à la question, n'hésite pas. Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que c'est clair qu'il y a une espèce comme la luzerne va beaucoup mieux résister à la sécheresse qu'un trèfle blanc, par exemple, ou que d'autres espèces. Donc, voilà, ces espèces-là, il faut les introduire dans le système fourrager, j'ai envie de dire, pour justement pallier et s'adapter au changement climatique. Oui. Et pour compléter, au niveau de ces espèces-là, comme le sorgho par exemple, qui sont dites plus résistantes à la sécheresse, c'est effectivement le cas dans les résultats scientifiques. Mais il faut savoir qu'il y a quand même une diminution de la production. Hein. Le sorgho pousse plus, bien sûr, quand il pleut. Ouais. Donc là, on a et un sorgho produit moins qu'un maïs, quoi. Oui, il Ouais, produit a généralement priori, moins qu'un maïs quand il y a de l'eau. Ouais. Par contre, quand on est en sécheresse très importante, il produit plus que le maïs, notamment sur les sols les plus superficiels, les plus séchants, on va dire. Mais il y a quand même une diminution de la production pour le sorgho en cas de sécheresse. Hein. Ce n'est pas magique. Ouais. Il ne va pas garder le même niveau. Aucune plante ne pousse sans eau. Donc là, on a une diminution du sorgho. Après, il faut regarder si le maïs a perdu plus en matière sèche que le sorgho. En gros, si la pente de perte de production est plus importante pour le sorgho et le maïs, et en tirer les conclusions de voir s'il faut planter du sorgho sur certaines parcelles et du maïs sur d'autres parcelles. Ça dépend du type de sol. Finalement, est-ce que dans cette année qu'on a vu avec des gros pics de chaleur, est-ce que c'est vraiment la sécheresse ou c'est beaucoup les pics de chaleur qui ont vraiment cassé la production fourragère? Les pics de chaleur sont à l'origine de la sécheresse. Ouais. Les pics de chaleur, en fait, ils augmentent l'évapotranspiration. Plus il fait chaud, plus on a de la perte d'eau dans les écosystèmes et dans les cultures. Et donc, plus il y a de la perte d'eau, plus la sécheresse est accentuée. Et en plus, s'il ne pleut pas, cette perte d'eau n'est pas compensée. Donc il y a à la fois la sécheresse, la canicule, les canicules qui accentuent les pertes d'eau, et la sécheresse qui ne rapporte pas cette eau qui a été perdue, et le facteur vent, puisque pendant toutes les sécheresses, on a eu le vent de nord-est qui a soufflé et qui a asséché encore décuple l'évapotranspiration et assèche encore plus. Donc on a tous les facteurs qui étaient au rouge cette année, et c'est pour ça qu'on a eu la plus grosse sécheresse de l'histoire. C'est des sécheresses comme ça, c'est amené à être des épisodes courants dans les années à venir, vous pensez? Alors oui, d'après les prévisions du DRIAS et du GIEC, on va avoir... l'année 2022 va être une année classique d'ici 2050. Donc en fait, ça nous montre bien ce qui va se passer dans le futur, qu'il va falloir s'adapter à cette nouvelle réalité. Il faut savoir que les prévisions agroclimatiques sont aussi en accord, c'est-à-dire qu'elles voient une augmentation en moyenne, pas forcément que cette année. Mais oui, on n'est pas à l'abri que l'année prochaine, ça soit le déluge tout l'été. En moyenne, une augmentation de la production de fourrage au printemps et un déficit plus marqué en été. Donc quand on somme sur l'année, on a la même production de fourrage, elle est juste répartie différemment dans l'année. Et donc il va falloir gérer les stocks. Justement, Jean-Marc Sauret, est-ce que vous avez vu des adaptations cette année? Est-ce que les éleveurs ont simplement pu subir ou est-ce qu'ils ont réussi à s'adapter, à mettre des choses en place pour aller trouver des nouvelles sources de fourragères à partir de l'été? Alors déjà, j'ai envie de dire, ils ont essayé de profiter au maximum de la production d'herbes qui a démarré assez tôt cette année, parce que les températures étaient plutôt douces en début de printemps. Donc nous, on a vu une mise à l'herbe comme assez précoce, une valorisation donc, de l'herbe au printemps. Après, c'est clair que la sécheresse est arrivée très vite au mois de mai, donc ça a amené à prendre des décisions pour certains qui pouvaient déjà être un peu inquiets par leur stock de sécurité. Donc ça peut être mettre quelques hectares de maïs en plus, ça peut être profiter éventuellement des orages pour mettre en place quelques dérobées estivales pour pallier au manque de stock de l'été. Ça peut être des décisions comme ça qui peuvent être prises pour répondre au court terme, j'ai envie de dire, du manque de stock en fait. Sur le long terme, comment on s'adapte à des climats qui vont être aussi changeants au fur et à mesure? Est-ce que, je pense notamment aux prairies multi-espèces, c'est une source de résilience supplémentaire? Oui, c'est clair que la prairie multi-espèces, elle est plus robuste
carré anglais trèfle blanc qu'on voit couramment nous en Bretagne. C'est clair que la production d'herbes sera plus étalée sur l'année. On aura une valeur alimentaire plus constante aussi. Et puis c'est vrai qu'on va mettre en place des espèces qui vont mieux résister aux sécheresses. Donc le dactyle, la fétuque élevée, la luzerne, le trèfle violet, la chicorée même, qui du fait de ses racines va aller chercher profondément l'eau dans le sol. Donc voilà, c'est des espèces qui vont mieux résister à... Et donc la prairie multi-espèces, oui, c'est une réponse, notamment, plus le système est herbagé, j'ai envie de dire, logiquement, et ça, ils le font déjà depuis longtemps. De ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, d'aller chercher de la diversité à la fois au niveau de la parcelle et aussi à la fois au niveau de son assolement, comme on l'a dit, avec des espèces différentes, du sorgho, des choses comme ça. Oui, voilà, on voit bien les systèmes où on a de l'herbe, mais on a aussi, parfois des systèmes herbagés, mais quelques hectares de maïs. Parfois aussi, ça peut être des métailles qui vont être des mélanges céréales protéagineux qui vont être ensilés, par exemple, donc qui vont permettre de faire du stock. Qui pourrait être prévu en grain et qui pourrait être la variable d'ajustement en cas de printemps sec. On décide d'ensiler ces mélanges. Ça peut être une réponse, en effet. Voilà, c'est diversifier l'assolement pour justement réduire les risques en effet de pénurie quand on mise que sur un seul fourrage, j'ai envie de dire. Les dérobés estivales aussi, on travaille par exemple sur un peu les nouvelles, le Moa ou le Tève grasse, le sorgho multicoupe, qui peuvent être aussi éventuellement, peut-être demain, des dérobés intéressantes pour produire. Et qui peut se semer en juin, derrière une orge ou derrière des récoltes précoces de blé à partir du 15 mai, par exemple, pour essayer d'avoir du fourrage sur l'été et pallier la baisse de pousse de l'herbe estivale. Ça veut dire qu'à partir du 15 mai, semer ça pourrait être une idée de détruire les prairies à ce moment-là, alors que c'était peut-être pas dans les pratiques. C'est quand on veut retourner une prairie temporaire, le faire plutôt au 15 mai pour remettre un dérobé plutôt que de le faire à l'automne, par exemple. Alors ça peut être intéressant, par exemple, si on veut remettre une prairie. La dérobée va permettre de casser le cycle prairie après prairie, justement, et donc mettre, par exemple, je sais pas, un colza fourragé, par exemple, ça va permettre justement de après réimplanter une prairie derrière la dérobée. Ouais, d'accord. Serge Jacquat, vous avez vu des adaptations comme ça des agriculteurs cette année pour trouver des solutions à la va-vite et peut-être à long terme? Alors malheureusement, pour cette année, on a plus subi cette sécheresse. L'adaptation doit se faire plutôt sur les 10-20 dernières années et on est très en retard en fait par rapport à l'impact de ces sécheresses. Donc non, moi je suis plutôt pas encore rassuré parce que je sais que si on a de nouveau cette sécheresse l'an prochain, on aura de nouveau les mêmes impacts. Donc c'est sur des politiques qu'il faut travailler. C'est pas forcément les agriculteurs seuls qui doivent travailler, mais c'est également sur des politiques beaucoup plus sur le long terme, comme par exemple de favoriser la filière de ces nouvelles espèces comme le sorgho, qui pourrait être intéressant. Pour l'instant, c'est pas forcément le cas. On n'a pas une économie autour du sorgho très importante. De aussi faire des formations, de aussi favoriser certains essais qui ont marché, de voir s'ils peuvent marcher dans d'autres types de climats ou microclimats. Donc il y a encore beaucoup de stades de recherche ou de développement économique à faire. C'est pas en un an dans la va-vite qu'on peut faire face à une sécheresse, c'est vraiment sur le long terme. Donc c'est dès maintenant qu'il faut travailler sur les sécheresses de 2030. Tout à fait. Et vous parliez notamment des habitudes de travail. Je pense, du coup, avec cette un peu double période de fauche plutôt au printemps et à l'automne, ça veut dire stocker davantage, ça veut dire peut-être faucher un peu plus tôt et stocker davantage. C'est-à-dire peut-être faire plus d'ensilage, d'enrubanage, moins de foin tardif dans les zones. En fait, il y a des habitudes qui vont changer, puisque la production printanière va être multipliée, va augmenter de 40% à peu près en moyenne. Celle d'été va diminuer de 40%. Ah oui. Donc, elle va augmenter de 40%. Donc, il sera peut-être possible dans certaines régions, au lieu de faire une fauche, d'en rajouter une supplémentaire pour pouvoir faire du stock. Et ce stock-là, il va falloir apprendre à le gérer pour pouvoir donner à manger aux animaux jusqu'en automne. Dans certaines régions, d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est qu'en automne, on a une reprise qui pourrait être marquée, très intéressante. Mais dans d'autres, elle sera moins marquée parce qu'on aura de la mortalité estivale, notamment dans le sud de la France, des plants qui seront morts par la sécheresse. Il faut vraiment y aller. Cramer. C'est ça. Et du coup, d'année en année, en fait, on aura des problématiques d'une repousse automnale qui sera moins présente puisqu'il y a de la mortalité estivale. Dans l'ouest de la France, j'ai envie de dire, par exemple, sur le pâturage, ça veut dire s'adapter, modifier ses pratiques.
Donc ça veut dire accepter de mettre à l'herbe très tôt, si les conditions le permettent, dès fin janvier, début février, profiter des conditions douces et si l'herbe est présente. On sait qu'on aura en effet un creux estival de plus en plus fréquent. À l'automne, par contre, nous par exemple dans l'Ouest, on voit que sur l'automne, souvent maintenant, on a des automnes plus en plus cléments, doux, très doux. Des mois d'octobre, novembre, finalement pas trop pluvieux, qui permettent de valoriser l'herbe. Donc un pâturage qui peut aller jusqu'au 1er décembre, 15 décembre, parfois jusqu'à Noël. Et donc il permet de valoriser quand même une herbe d'automne intéressante, parce qu'elle est aussi une herbe de qualité. Hein. Donc, et peut-être demain même, avec des hivers où il y a l'absence de gel, où l'herbe, au moins pour nous dans l'ouest de la France, l'herbe même peut continuer à pousser un petit peu l'hiver. Du pâturage hivernal, alors avec toutes les précautions qu'il y a derrière, notamment pour ne pas dégrader la prairie. Mais ça peut être une pratique demain qui peut-être va se développer, le pâturage hivernal. Alors, donc on aura certes un arrêt du pâturage l'été, et par contre davantage de pâturage en début de saison, en fin de saison, voire même un petit peu peut-être en hiver. Et la stratégie des stocks sur pied, de report, d'essayer de garder de l'herbe épiée pour tenir un peu sur l'été, voire même sur l'hiver. Oui, les stocks sur pied, c'est clair que c'est une pratique que les systèmes herbagers mettent en œuvre depuis longtemps. Donc là, ça veut dire des prairies avec beaucoup de trèfles. Donc où on va faire vieillir un peu la prairie. Si elle dépasse un peu ses stades pour la valoriser au mois d'août, quand il n'y a plus de pousses. Mais néanmoins, ça a ses limites. Il faut quand même, une année comme cette année où on a un déficit hydrique très fort et des fortes températures, faire constituer des stocks sur pied est compliqué. Parce que, on manque de... Une fois qu'on a mangé partout, il n'y en a plus. Quoi. Très bien. Merci messieurs. Et puis, vous pouvez retrouver sur WebAgri de nombreuses informations sur la production fourragère et sur l'herbe.